Cet homme s'appelle Franz Diegelmann. Ici, dans les geôles du palais de justice de Montpellier, il s'apprête à entendre son verdict. Un verdict pour assassinat. Je ne pensais pas que j'étais capable de commettre un acte aussi horrible. Jamais j'aurais pu l'imaginer. Maintenant, je me dis que n'importe qui peut le faire. C'est exceptionnel d'avoir accès à la parole de cet homme dans l'attente de sa peine. Quelques heures avant d'être condamné, Franz Diegelmann s'est confié à nous pour nous parler de son crime. Un crime qu'il reconnaît avoir commis 4 ans plus tôt, le 22 avril 2007, à la Grande Motte. Sa victime, Paul Missler, était un banquier à la retraite sans histoire. C'était surtout l'époux de Diane Missler, 39 ans. À l'époque des faits, elle était l'amante de Franz Diegelmann. Le mari, l'épouse et l'amant, c'est l'éternel cocktail du crime passionnel. Le 19 avril 2011, à la cour d'assises de Montpellier, s'ouvre le procès de Franz Diegelmann. Lui seul a porté les coups meurtriers, pourtant ils sont 2 dans le box des accusés. Diane Missler, la veuve de la victime, l'ex-amante de Franz Diegelmann, comparaît elle aussi face au juré de la cour d'assises. Elle est accusée du chef de complicité d'assassinat. Femme à la personnalité sulfureuse, elle comparaît libre et nie toute implication. Elle n'a pas souhaité apparaître. On a l'impression d'une femme fatale qui joue avec la vie comme elle joue avec ses amants. Quelque chose dans le fantasme, dans l'histoire qu'elle développe, accroche évidemment la problématique de Franz. Pourquoi Franz Diegelmann a-t-il fait ça? Si ce n'est pas pour les raisons que lui explique depuis le départ, à savoir les exigences de Diane. Elle parle de baiser, elle dit que Diegelmann n'a rien à faire de sa tête, que c'est juste une partie de jambes en l'air. Diane serait la plus grande des libertines, voire même la plus grande des catins. C'est pas ça qui faisait une complice d'assassinat. Le procès durera 6 jours. 6 jours d'audience que nous avons suivis et pendant lesquels Franz Diegelmann nous fera part de sa vérité sur le meurtre de Paul Missler. Elle voyait que j'essayais tout aux femmes. Voilà, elle a bien calculé son coup. Ouais. Pendant ces 6 jours, il sera question de manipulation, d'échangisme, de violence et de scénarios de mort. Alors, Diane Missler a-t-elle, oui ou non, joué un rôle dans le meurtre de son mari? A-t-elle manipulé Franz Diegelmann, son amant, pour qu'il tue? Sera-t-elle reconnue coupable du chef de complicité d'assassinat? Les faits remontent au 22 avril 2007 à la Grande Motte. C'était une journée comme les autres qui s'achevait dans cette station balnéaire du sud de la France. Barman à la Grande Motte, Franz Diegelmann vient de terminer son service. Il se rend alors au casino. Au casino, il boit nerveusement plusieurs bières et joue maladroitement aux machines à sous. Au casino, quand je suis au casino, je ne sais pas que je vais le tuer. Je sais que je vais le tuer au moment où je sors de ma voiture. Franz Diegelmann quitte le casino à 1h30 du matin. Il gare sa voiture à 1 km de là, sur un parking, derrière le Vénusia, un club échangiste. Bouillonnant, Franz Diegelmann tasse un drap sous son pull pour modifier sa silhouette. Il enfile ensuite une paire de gants, avant de sortir un fusil harpon et un couteau de son véhicule. Puis, toujours aussi nerveusement, Franz Diegelmann attend. J'étais comme un fou, hein. Quand j'étais allé sur le parking, que j'ai fumé une cigarette, j'arrêtais pas de marcher. Je peux rester comme ça, stoïque, à attendre, non. J'arrêtais pas de marcher, j'étais comme un fou. Vers 3h30 du matin, Diane, sa maîtresse, et Paul Missler, son mari, sortent du Vénusia, le club échangiste. Diane Missler est en retrait quand Paul se dirige vers le parking où est garée sa voiture. Et lorsque Paul passe devant Franz, tapis dans l'ombre, Franz surgit avec son harpon et tire, avant d'asséner à Paul une vingtaine de coups de couteau. Les gendarmes retrouveront Franz maladroitement caché sous une voiture. Il reconnaît immédiatement les faits et déclare « C'est moi,
j'ai pas pu supporter. Il n'en dira pas plus. Lorsque s'ouvre le procès à la cour d'assises, chacun brûle de comprendre pourquoi Franz Diegelmann a tué Paul Missler. Qu'est-ce que Diegelmann n'a pas pu supporter au point de le pousser au crime? La réponse à cette question en appelle une autre. Pourquoi Diane Missler, la veuve de la victime, se retrouve-t-elle, elle aussi, face à la cour d'assises? Sur quels éléments repose son chef d'inculpation de complicité d'assassinat? Pour le comprendre, il faut revenir 6 ans en arrière. Lorsqu'ils se rencontrent en 2005, Franz Diegelmann et Diane Missler vivent tous deux à la Grande Motte. Franz est serveur à la Cosa Nostra, une pizzeria adjacente au magasin de Diane Missler. Au début de la journée, comme tous les jours, il balaye le devant de sa porte. Et puis il voit cette femme qu'il trouve jolie, qui est sa voisine finalement, et il décide d'aller passer un coup de balai devant son pas de porte pour lui être agréable. Puis c'est sans doute une bonne façon d'entrer en contact, on va dire. Ça, c'est le début de la relation, puis va naître une relation amicale, et puis de cette relation amicale va naître une relation amoureuse. Cette relation amoureuse, Franz ne s'en détachera pas. Cette relation, il en fera part à ses avocats immédiatement après son arrestation. Franz me décrit quelqu'un de doux, il me décrit quelqu'un d'attentionné. Il me décrit une très bonne mère, très bonne mère. Il me fait un descriptif, le descriptif qu'un homme fait d'une femme dont il est amoureux, tout simplement. Son histoire d'amour, Franz Diegelmann la raconte dans un récit personnel qu'il a écrit en prison. Ce récit non publié, c'est sa parole. Il nous l'a exceptionnellement confié. Il est intitulé « L'amante religieuse du banquier ». Le banquier, c'est Paul Missler, l'ancien directeur d'agence, la victime de son crime. Quant à l'amante religieuse, c'est évidemment Diane Missler, celle dont il va tomber amoureux. Diane et moi nous lions d'amitié. Je commençais à parler de ma vie et Diane commença à me dévoiler son existence. Pour la première fois de ma vie, j'ai cette agréable sensation d'avoir une personne à mes côtés pour ce que je suis et non pour ce que j'ai. C'est peut-être l'amour qui me fait dire ça, mais je remarque et je sens que Diane est de plus en plus heureuse. Une version de leur histoire qui est pourtant contestée par Diane Missler. Elle ne me l'a pas présenté comme son amant. Elle me l'a présenté comme quelqu'un parmi d'autres avec lesquels elle avait une relation sexuelle. Hein, c'était pas du tout dans une relation affective. Elle ne l'a jamais inscrit comme cela. Une relation qui ne relèverait pas de l'ordre de l'affectif. Mais alors, pour quelle raison Franz Diegelmann a-t-il tué le mari de Diane Missler? Ces raisons se dessinent lorsque Diane se serait peu à peu livrée auprès de Franz sur la nature du couple qu'elle formait avec son mari. Elle vient un jour dans le magasin avec une minerve. Et bien sûr, Franz se soucie de savoir ce qui lui est arrivé, et puis elle lui répond qu'elle est tombée, et que, voilà. Mais elle lui dit d'une façon qui va tout de suite susciter des interrogations chez Franz. Vous savez, il y a des silences qui parfois évoquent beaucoup de choses. Et lorsqu'on voit une jeune femme rester taisante sur la nature ou sur l'origine de ses blessures, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Et ce qu'une femme peut cacher dans ce domaine-là, c'est souvent des violences conjugales. Donc tout de suite, il va penser à ça. Elle me confie une chose qui n'est pas facile à dévoiler, qu'elle est une femme battue. Elle me chuchote à l'oreille qu'elle en a assez de cette situation, qu'elle a peur pour sa vie. Diane me rappelle en pleurs. Son mari qui la poursuivait l'a rattrapée, giflée. Mon mari, c'est un vrai salaud, il me dégoûte. Sous la contrainte, il me pousse à avoir des relations sexuelles avec lui et d'autres hommes, en échange d'argent et pour satisfaire ses fantasmes. Elle lui raconte des détails sur ce qui se passe. Quand son mari l'oblige à une orgie avec telle ou telle
personnes bien en place à Montpellier. Elle lui dit quelle est la qualité de la personne, quelle est sa situation sociale, quel est son métier. Lorsqu'elle va dans une boîte échangiste, dit-elle sous la contrainte de son mari, elle va dire à Franz ce qu'elle y fait ensuite, dans un langage aussi cru que celui auquel vous pouvez penser. Donc ça suffit, je pense, à bouleverser cet homme et à le faire culpabiliser aussi. Dans sa geôle du palais de justice, Franz Diegelmann raconte ce qu'il ressentait à l'époque. Il raconte comment Diane est allée jusqu'à le prévenir des sévices qu'elle allait subir. Je savais qu'elle avait des relations mais forcées, que je prenais sur moi. Au début, elle me racontait après. C'était beaucoup plus facile que quand elle me l'apprenait avant. Parce qu'après, on ne pense pas à ce qu'elle peut subir. Tandis qu'avant, on pense à ce qu'elle pouvait subir. Quand il me parle pour la première fois de la victime, il me décrit un personnage violent, un personnage qui viole sa femme, un personnage qui la contraint des relations sexuelles qui ne sont pas désirées. Donc j'ai face à moi quelqu'un qui ne regrette pas son geste, au départ, qui ne regrette pas son geste. Parce qu'il a le sentiment d'avoir fait quelque chose, c'est assez terrible à dire, mais quelque chose de juste. Quelque chose de juste. En tuant Paul Missler, Franz Diegelmann pense avoir agi pour le bien de Diane. Il affirme qu'il pensait que l'amour de Diane était sincère, aussi sincère que la parole de Diane. Au nom de cet amour, et pendant les premiers mois de l'enquête, Franz Diegelmann n'impliquera pas Diane Missler. Pour lui, elle était véritablement une femme battue, violée et prostituée par son mari. Il ne l'impliquera pas jusqu'à ce qu'en octobre 2007, son avocat lui fasse part de nouveaux éléments. Ces nouveaux éléments procèdent d'écoutes téléphoniques et de filatures. Ces procédures, engagées par le juge d'instruction, révéleront les relations de Diane avec plusieurs autres amants. Des amants nombreux, dont Franz Diegelmann ignorait totalement l'existence. Les premières pièces du dossier tombent, donc il ne pouvait pas m'avertir avant. Et il me l'annonce. Un grand coup derrière la tête. Il a insisté, il m'a dit « il faut que vous parlez ». Je dis non. Je pensais à son fils d'abord. Je me suis dit, j'ai enlevé son père, je ne peux pas lui enlever sa mère. Puis une fois arrivé à cellule, que j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, il faudra bien qu'il sache un jour la vérité, son fils. Et puis moi j'ai mes filles. Elle ne s'est pas souciée de mes filles. Donc c'est pour ça qu'après j'ai changé de version et je l'ai impliqué. En novembre 2007, Diane est arrêtée par les gendarmes et interrogée pendant plusieurs heures par le juge d'instruction en charge du dossier. À l'issue de l'interrogatoire, elle sera libérée. Pourtant, l'enquête révélera aussi que si Franz dit vrai, Diane lui aurait alors menti. C'est ce qu'a révélé à l'époque maître Didier Hollet, l'avocat de la famille de Paul Missler. Tous les éléments qui ont été rapportés par Diane à Franz Diegelmann, à savoir qu'elle était vendue, qu'elle était marchandée, qu'on l'a forcée à aller dans des clubs échangistes. Mais c'était faux. A fortiori, quand on entend la responsable du club en question, qui va indiquer concrètement qu'elle n'a jamais été forcée. 3 ans plus tard, en mars 2010, l'affaire bascule dans un premier temps au profit de Diane Missler. Faute d'éléments suffisants, le juge d'instruction prononce un non-lieu à l'égard de la veuve. Aux yeux de la justice et malgré ses mensonges, elle ne peut pas être condamnée. Mais des soupçons sont là. Et le parquet décidera de faire appel de la décision de non-lieu. Il renverra Diane, elle aussi, face à la cour d'assises. Retour au procès. Côte à côte dans le box des accusés, Franz Diegelmann et Diane Missler n'échangeront pas un regard, pas un mot. Diane Missler nie toujours être impliquée dans l'assassinat de son mari. Franz Diegelmann, lui, attend depuis 4 ans d'être jugé.
Ouais, j'ai besoin de savoir. Dans l'inconnu, c'est dur d'être dans l'inconnu. 4 ans à la maison d'arrêt à attendre le procès, et je serai soulagé une fois que j'aurai la peine. Mais pour les jurés, une seule question. Diane Missler peut-elle être déclarée coupable du chef de complicité d'assassinat? Ce dossier me fait peur parce que cet homme fou amoureux, il y a une toile de fond de morale, de tabou, de sexualité. L'élément qui va faire basculer le dossier est de savoir si une cour d'assises peut condamner pour assassinat, ou tentative d'assassinat, ou complicité d'assassinat, quelqu'un, femme ou homme, sur le délire d'un homme dont il est clair et net que lui-même le reconnaît, il est dans une haine inextinguible. Elle est pragmatique, Diane Missler. Ce qu'elle fait, ça a du sens, et c'est toujours pour atteindre un objectif qu'elle s'est fixé préalablement. Et jusqu'alors, elle y a bien réussi, je crois. Diane Missler n'est pas nécessairement sympathique avec son mode de vie. Et même qu'au-delà de la sympathie, elle peut faire peur aux braves gens. Mais de Diane Missler ou Franz Diegelmann, lequel des deux dit vrai? Diane a-t-elle menti à Franz pour qu'il tue son mari? Au terme de 6 jours de débat, c'est ce que devront déterminer les jurés. Le premier jour des audiences est consacré à l'examen de personnalité des deux accusés. Franz Diegelmann et Diane Missler reviendront sur leur histoire, sur leur parcours. Ils devront montrer leur vrai visage. Tous les regards sont d'abord tournés vers Franz Diegelmann, le premier à être entendu. Je vais assumer. Face à ses juges, Franz Diegelmann reviendra longuement sur son enfance. Un épisode éclairant sur la personnalité de cet homme qui place l'amour au-dessus de tout. Je suis né le 19 novembre 1966 à Gignac, dans l'Hérault. Mon père était vigneron, c'était un homme strict, très travailleur. J'ai toujours ressenti un manque d'amour de ma mère, un sentiment de rejet. Je n'ai aucun souvenir de tendresse avec ma mère, qui était rejetante, recourant aux gifles et aux martinets. Une mère dominatrice, un père soumis, un sentiment de rejet. À Gignac, Franz Diegelmann grandit au sein d'une famille inachevée. Il n'y a pas de repas de famille, on ne fête pas Noël, on ne fait pas les anniversaires. On ne câline pas, bien sûr, il n'y a pas d'affection. On est dans l'indifférence la plus totale et dans les propos blessants. Son originalité, j'ai envie de dire, dans son parcours d'enfant, c'est les carences monstrueuses d'amour. Et finalement, c'est très très parlant pour la suite de l'affaire et pour ce qu'il devient lui-même. Ça fixe aussi un petit peu la nature des relations qu'il va pouvoir avoir avec les femmes. Il n'est pas en confiance avec les femmes, Franz, puisque la femme originelle, celle qui était censée lui donner tout l'amour que chaque gosse est en droit d'attendre de sa mère, lui ne l'a pas eu. À l'inverse, il a eu le contraire. Donc, ça le fragilise. Le fait que j'ai jamais eu d'amour, de tendresse de ma mère, j'ai toujours essayé, mes femmes, je les ai considérées comme des mères. Du moment qu'elles me donnaient de l'amour, de la tendresse, de l'affection, pour moi, ça devenait une mère. C'était mon amante, mais ça devenait une mère. Derrière le masque du meurtrier, Franz Diegelmann est en réalité un homme en carence d'affection. En perpétuelle recherche de tendresse, c'est un adepte des coups de foudre, un amoureux transi. Un amoureux transi qui n'hésite pas à nous montrer le tatouage du visage de son ex-femme Karen sur son abdomen. Mais que révèle cet amour total de Franz pour ses femmes? Jean-Claude Pénochet est psychiatre. Il a entendu Franz Diegelmann au procès et a pu avoir accès aux différentes expertises. Il nous livre son analyse de la personnalité de Franz Diegelmann. Dans les relations de Franz avec ses différentes épouses, ce qui apparaît, ce qui revient, c'est qu'il aurait été souvent en position de soumission, de victime. Il n'était pas le mari dominant, puisque ça s'est complètement inversé même à un moment donné, avec une de ses compagnes qui le bat.
Et il reproduit sans doute quelque chose de sa relation avec sa mère dans ce type de relation. De véritables relations amoureuses, Franz Diegelmann n'en aura eu que 3. 2 épouses dont il s'est séparé. Et enfin, une amante, Diane Missler. Mais cette amante, qui est-elle? Qui est Diane Missler? Celle pour qui Diegelmann a tué. Retour au procès, premier jour d'audience. Après l'audition de Franz Diegelmann, c'est au tour de Diane Missler d'être entendue. À la barre, Diane Missler, 43 ans, raconte sa jeunesse à Madagascar. Orpheline de père et malgré une mère absente, Diane Missler définit néanmoins son enfance comme épanouie. À 16 ans, elle rejoint la France pour passer son bac. En 1998, elle épouse Paul Missler, son mari. Il sera aussi le père de son unique enfant, John Charles. En dépit de ce mariage, Diane Missler reconnaît sans honte l'existence de plusieurs autres amants. J'ai eu énormément d'amants. Les amants, pour moi, c'est un jeu. Je prends mon plaisir, il prend son plaisir et c'est tout. C'est pour le sexe. Et avec mon mari, on n'avait pas une vie comme vous tous. Je prenais des amants et je lui racontais les détails. Ça l'excitait. Oubliez l'amoureuse passionnée. C'est sous son vrai visage que Diane Missler se présente au juré. Ce visage, c'est celui d'une femme libérée et libertine. Une femme qui affirme aussi son penchant pour l'échangisme. Une pratique à laquelle Paul Missler l'aurait initié. Il m'a amenée, je me suis prise au jeu, et j'ai trouvé ça bien, et ça a duré 10 ans. On était bisexuels tous les deux. Face à une personnalité aussi sulfureuse, les avocats de Diane Missler n'auront qu'un principe. Tout dire au risque de choquer. Le risque, c'est que le mode de vie de Diane Missler est un mode de vie dont vous avez compris qui était totalement décalé par rapport au mode de vie des gens normaux. Normaux, ça veut dire qu'il y a manifestement, et c'est la grande problématique de ce dossier, une sexualité normale, pas des amants, et le soir la télévision plutôt que le club échangiste. On a l'impression d'une femme fatale qui joue avec la vie comme elle joue avec ses amants. C'est une femme assez rude dans son discours, assez crue dans son verbe. Elle emploie des mots très, très durs à la fois envers Diegelmann et à la fois envers ses autres amants. Elle parle de baiser, elle dit que Diegelmann n'a rien à faire de sa tête, que c'est juste une partie jambe en l'air. On a l'impression qu'elle a à la fois cette carapace, ce masque, mais qu'elle aussi elle a en elle quelque chose de très, très, très dur. Diane a une part de mystère. Elle va s'inventer des vies différentes. Il y a toujours un fond de vrai, de réalité, d'ancrage à sa réalité, mais après, le reste, c'est du romancé. C'est du roman feuilleton. Du roman feuilleton. Un roman feuilleton où les épisodes ne se succèdent pas, mais se chevauchent. Où Diane joue autant de rôles qu'elle a d'amants. Des amants qu'elle rencontre tantôt dans l'avion, tantôt dans le train, lors de ses nombreux voyages. Des amants qu'elle rencontre encore dans les boîtes de nuit huppées des Champs-Élysées, à Paris. Ses amants, comme son mari, sont souvent plus âgés, bien plus âgés. Alors, comment expliquer cette multiplicité des vies, des rencontres et des partenaires sexuels? Comment comprendre cette phrase innocemment lâchée au procès « Je dis aux hommes ce qu'ils veulent entendre ». Diane, effectivement, au cours du procès, a dit « Je dis aux hommes ce qu'ils veulent entendre ». Ça veut dire qu'elle jouait un personnage qui était un personnage différent en fonction de l'attente de l'autre. Elle est totalement en papier buvard du désir de l'autre. Il faut qu'elle capte le désir de l'autre. Il faut qu'elle existe dans le désir de l'autre. Il faut qu'elle existe, c'est son moyen d'existence. Et son seul moyen d'existence pour capter ce désir, puisqu'elle ne peut pas accéder à une autre dimension de son identité, c'est de se configurer, de se conformer à ce que l'autre attend. Peut-être que pour le Franz qui voulait jouer le chevalier blanc, il aimait la consoler, donc il fallait qu'elle soit malheureuse. Alors Franz Diegelmann est-il ce chevalier blanc qui aurait voulu sauver Diane de son propre chef? Le deuxième jour du procès, Franz Diegelmann reviendra sur les faits.
il racontera ce que Diane lui aurait dit le jour du crime. Elle avait les larmes aux yeux, m'affirmant que son mari l'avait insultée et dit qu'elle allait en baver au club échangiste, que, excusez-moi l'expression, ça allait être chaud pour son cul ce soir-là. Elle m'a dit, il faut que tu trouves une solution, tu dis que tu m'aimes et tu ne fais rien, à croire que quand je me fais prendre par d'autres hommes, ça t'excite. Ce soir, il faudra que ce soit la dernière fois qu'il bande. Pour moi, ça voulait dire qu'il soit assassiné. Mais Diane Missler avait-elle un mobile? Avait-elle de réelles raisons de voir son mari disparaître? Le mobile, c'est la thèse de maître Didier Hollet. Partie civile, il représente la famille de Paul Missler. Il affirme que lassé des frasques de son épouse, Paul avait envisagé de divorcer. À un moment donné, Paul Missler va lui écrire une lettre en lui expliquant que tout ceci est terminé. Il n'arrive même plus à parler avec elle. Et là, il va lui dire qu'il en a assez de cette femme qui mène une vie à côté de la sienne. Paul Missler, donc, il prépare son divorce. Il va aller voir un avocat, il va constituer un dossier, il a un coffre dont sa femme ignore l'existence, il laisse un dossier chez un notaire, il reçoit des courriers d'avocats qui lui disent qu'est-ce qu'on fait avec la requête en divorce qui est prête. C'est pas le projet, c'est la requête est prête, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Diane sait que Paul veut divorcer, elle le sait, elle le sait. Diane dit et affirme qu'elle n'était pas du tout informée du projet de Paul, des démarches qu'il avait intentées auprès d'un avocat pour engager éventuellement une procédure de divorce. On sait qu'il n'était pas décidé encore à l'engager. Il y a un écrit qui date de quelques jours avant sa mort, où il a écrit à l'avocat qu'il a vu qu'une seule fois, en mois d'octobre, où il dit « J'ai pas encore pris la décision, j'ai de rentrer en guerre ». Dans le box des accusés, Franz Diegelmann ira plus loin. Il affirmera que Diane lui avait elle-même confié qu'elle voulait divorcer. Elle l'aurait même emmenée à plusieurs reprises au palais de justice de Montpellier pour déposer une requête en divorce. Alors, Diane n'était-elle véritablement pas au courant du projet de Paul? Pour les avocats de Franz Diegelmann, comme pour les parties civiles, Diane savait. Diane savait que Paul avait les preuves de ses infidélités. Dans l'éventualité d'un divorce, Diane aurait probablement perdu. Elle aurait peut-être perdu la garde de son enfant, ainsi qu'une partie conséquente des biens matériels du couple. Si un divorce était prononcé, il y avait de fortes chances pour que le divorce soit prononcé au tort exclusif de l'épouse. Paul Missler avait les moyens de démontrer par des preuves, par des constats d'huissier, par des témoignages, effectivement que son épouse était fautive. Mais pour la défense de Diane Missler, l'hypothèse du divorce ne tient pas. Elle avance que, quelques mois avant le meurtre de Paul Missler, le couple allait s'engager dans un nouveau projet de vie. Diane et Paul Missler venaient d'acheter une maison à La Réunion pour s'y installer définitivement. Toutes ces explications tombent à l'eau, et pas n'importe comment. C'est de la main même de Paul Missler qu'elle tombe à l'eau. Puisque, écrivant à son avocat, il explique, par le détail, qu'il souhaite régler tous les soucis d'ordre financier. Je ne me rappelle plus l'expression exacte, je crois. C'est avant de rentrer en conflit avec son épouse, dit-il, je crois. Et curieusement, ils vont partir ensemble avec l'enfant en vacances 15 jours à La Réunion pour les fêtes de fin d'année. Ils vont y repartir en février pour 15 jours. Ça, on ne le savait pas, on l'a découvert, j'ai découvert le jour de l'audience. Et ils projettent d'y repartir pour les vacances de Pâques, ce voyage va être annulé. Tout ça dans une accélération du projet, en tout cas pour Diane, c'est ce que dit Diane, du projet de s'installer à La Réunion. Il écrit qu'il est en train de tout régler. S'il est en train de tout régler, il faut aussi ne laisser aucun doute à celle qui va devenir son adversaire dans la procédure. Et ne laisser aucun doute à celle qui va devenir son adversaire, c'est adopter un comportement qui est le comportement de Monsieur Tout-le-Monde et qui continue
à gérer les choses comme c'était prévu. Et à la réunion des gens, les gens qui les ont vus pour Noël, le jour de l'an, qui vont être entendus, vont dire, écoutez, on a vu un couple très uni, on est après que Paul ait vu un avocat pour éventuellement divorcer. Un divorce, une veuve, des amants, des mensonges et un amoureux transi devenu meurtrier, c'est l'équation difficile que l'affaire Franz Diegelmann propose aux jurés. C'est aussi l'ensemble de ces éléments qui conduit la défense de Franz Diegelmann à affirmer que Diane est, elle aussi, responsable du meurtre de Paul Missler. Car sinon, comment expliquer, si ce n'est par la manipulation, ce geste fou de Franz Diegelmann, un homme pourtant soumis? Comment expliquer que Franz ne se soit rendu compte de rien? Comment expliquer que jusqu'au bout Franz Diegelmann y ait cru, malgré les amants et les nombreuses disparitions de Diane? Il l'a toujours connu comme étant quelqu'un qui est là pendant quelques jours et puis qui disparaît parce qu'elle a, pour les besoins de son activité professionnelle, il faut qu'elle aille à Paris acheter en gros des chaussures, il faut qu'elle aille à Amsterdam voir sa mère, voir son frère, il faut qu'elle aille consulter tel médecin à Paris parce qu'elle a l'habitude d'aller consulter tel médecin. Il la découvre comme ça, donc il ne peut pas s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puisque pour lui, c'est comme ça qu'elle fonctionne, cette femme. Diane Missler va donner à Franz Diegelmann tous les éléments qui laissent à penser qu'il y a une passion partagée. Alors qu'est-ce que c'est pour Franz Diegelmann? C'est des petits textos affectueux. C'est pas les textos graveleux qu'on va voir avec les autres amants. Elle lui offre des cadeaux. Elle a des petites attentions qui sont des attentions que l'on réserve à celui que l'on aime. Elle vient tous les matins lui amener les croissants et les pains au chocolat parce qu'elle commence plus tôt que lui, elle est debout plus tôt que lui et qu'elle peut le faire. Tout ça, c'est autant de choses qui vont lui permettre de penser qu'il y a des sentiments de Diane pour lui. Sur le téléphone de Franz, les enquêteurs ont retrouvé quelques textos enflammés de Diane. Et curieusement, les SMS datent du mois d'août 2006 et il n'y en a pas de récent. Il n'y en a pas de récent. Et pourquoi a-t-il gardé, Franz, ces 4 ou 5 ou 6 ou 10 SMS du mois d'août 2006 enflammés? Peut-être parce qu'il n'y en a pas d'autres, que ce sont les seuls qu'il y a. Pourquoi il n'aurait pas gardé les autres? Il s'envoyait 25 SMS par jour. On ne s'est pas posé la question. Pour les avocats de Diane Missler, Franz Diegelmann aurait fantasmé l'amour de Diane. Mais un élément crucial est débattu lors du procès. Une semaine avant les faits, Diane et Franz étaient à Paris. Un banal week-end en amoureux qui aurait achevé de convaincre Franz des sentiments que Diane éprouverait à son égard. Mon meilleur souvenir avec Diane, c'est notre week-end à Paris. Ce week-end en amoureux aurait fait goûter à Franz au véritable amour. Pour la défense de Franz Diegelmann, ce week-end est déterminant. Car pour Franz, retourner à la Grande Motte, c'était replonger dans l'enfer de Diane. Dans l'enfer, croit-il, d'une femme battue, violée et prostituée par son mari. Ce week-end a eu lieu en effet quelques jours avant que Diane aurait poussé Franz à réagir. Et lors de ce fameux week-end, il va toucher du doigt la normalité d'une relation de couple. Et Franz Diegelmann, il n'aspire à rien d'autre plus qu'à la normalité. Il lui faut ne plus avoir à se cacher. Et Diane va lui donner ça dans le week-end qui précède les faits. Un peu comme un cadeau, mais un cadeau provisoire. C'est « regarde, voilà comment ça pourrait être. Regarde, c'était bien, bah, tu l'as plus maintenant. Maintenant, c'est terminé. » Donc là, effectivement, elle lui met la pression, avec pour point de départ de cette terrible semaine, ce week-end à Paris où il a goûté au bonheur. La thèse de la manipulation repose sur la conjugaison de plusieurs éléments. Tout d'abord, il y aurait eu cette histoire d'amour tangible entre Diane et Franz. Il y aurait surtout les mensonges de Diane, qui aurait affirmé être victime de violences. Car sinon, pourquoi Diane aurait-elle fait part à Franz de toutes ces inventions?
Je pense qu'elle a dû se plaindre de son mari parce que ça lui faisait plaisir à lui d'entendre ça et que ça l'amusait elle. Donc elle a joué. Sa responsabilité morale, c'est d'avoir joué. Quelque chose dans le fantasme, dans l'histoire qu'elle développe, accroche évidemment la problématique de Franz et sa construction psychique. Il y a quelque chose qui est réactivé à un endroit particulier de son histoire qui fait que, là aussi, d'une certaine façon, elle est dans un fantasme qu'attend Franz, d'une certaine façon. La défense de Franz Diegelmann ne sera pas la seule à affirmer que Diane voulait voir son mari disparaître. Au cours de l'enquête qui a précédé le procès, d'autres éléments accréditant cette thèse ont été rapportés par Franz. Pendant l'examen des faits, c'est ce qu'avancera Pierre Denier, l'avocat général. Il mettra en avant l'existence de plusieurs scénarios qui auraient été développés par Diane et Franz pour tuer Paul Missler. Des scénarios de mort qui prouveraient que la manipulation est allée au-delà des mensonges. Des scénarios qui prouveraient que Diane encourageait activement Franz à passer à l'acte. Le premier d'entre eux est l'empoisonnement. Franz Diegelmann se serait même déplacé à Agen, à 400 km de Montpellier. Sur ordre de Diane, il aurait récupéré une poudre grisâtre auprès de Marie-Olivienne, une amie malgache de Diane Missler. À la barre, au cours d'un témoignage rocambolesque, Marie-Olivienne confirmera qu'elle a rencontré Diegelmann à Agen. Un aveu en demi-teinte, puisqu'elle niera avoir fourni un poison. Elle va nous expliquer avec une faconde tout à fait rigolote qu'en réalité, ce n'est pas de la poudre grisâtre, mais ce sont des citrons confits. Donc, comme si M. Diegelmann avait fait 400 km aller-retour pour aller chercher des citrons confits. Enfin, elle nous donne une explication complètement abracadabrantesque, mais c'est terrible. Je suis éberlué par le poison. Je resterais presque sans voix si je n'étais pas avocat. C'est arrivé le poison de cette histoire. Bien entendu, personne ne veut croire que ce sont des citrons confits qu'on est allé chercher. Bien entendu, l'histoire du poison vient de France. Bien entendu, personne à part France ne parle de poison. Et je dis surtout que s'il y a fourniture de poison, ces gendarmes qui sont tellement brillants et tellement forts, il y a eu une mise en examen de celle qui fournit le poison. On a fait une enquête là-dessus, où on s'est contenté de le dire là en disant « il y aura un avocat général qui se lèvera pour dire c'est un indice concordant ». Pardonnez l'extrême obscénité de ma réflexion. Indice concordant, mon cul. L'histoire du poison, c'est une histoire, comme son nom l'indique, parce qu'il n'y a rien dans le dossier, sauf des théories fumeuses de l'avocat général, de l'accusation, sur le poison. D'abord, elle n'est pas renvoyée pour empoisonnement, premier point. Deuxième point, lorsque cette histoire de poison est sortie de l'imagination de Franz Diegelmann, je le rappelle, le juge d'instruction a fait toutes les vérifications sur le cadavre de Paul. Le poison, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. On peut toujours dire que c'est pas vrai, qu'on n'a pas... Mais enfin, il y a notamment un déplacement qui est avéré à Agen. C'est une réalité. Tout ceci a été vérifié. Au procès, l'accusation s'intéressera à un deuxième scénario qui aurait été envisagé par Diane et Franz. C'est celui d'un tueur à gages. Un tueur à gages qui se fait appeler le Corse. Le Corse était un habitué du bar où travaillait Franz. Franz qui affirme avoir pris contact avec lui car le Corse aurait possédé une arme. Diegelmann aurait alors voulu l'engager pour ne pas avoir à tuer lui-même Paul Missler. Il dira que Diane était au courant de ce projet. Mais le Corse se fera arrêter par hasard par les gendarmes de la Grande Motte. Motif, port d'armes à feu. Lorsqu'il viendra témoigner à la barre, il confirmera avoir rencontré Franz Diegelmann. Et il va y croire énormément à l'histoire de ce Corse. C'est ce que nous dit ce type quand il vient à la barre, ce petit escroc de petite envergure, qui aura quand même cette honnêteté-là, c'est de venir dire effectivement, avec lui c'était facile, il croyait tout ce que je disais, Il croyait tout ce que je disais, c'était extrêmement facile. Et il nous le décrit d'ailleurs comme un personnage sympathique.
Il me dit, ce type, visiblement, cette histoire, elle lui tient à cœur. Elle lui tient à cœur. Ah, le Corse, c'est merveilleux. L'avocat de la défense que je suis a été très intéressé par le Corse. Pourquoi? La chambre d'instruction va dire, voyez, c'était bien ancré et bien décidé, et elle était parfaitement au courant que Franz mettait tout en œuvre pour faire disparaître son mari comme elle lui avait demandé, puisqu'elle avait rencontré le Corse. Le Corse, vous l'avez entendu comme moi lors de l'audience, a dit ce n'est pas elle, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu cette femme. Diegelman va confier que c'est une occasion rêvée d'après Diane Missler pour faire son compte à Paul Missler, d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, quand on interroge le Corse entre guillemets en question, celui-ci nous dit bien, mais Franz Diegelman, il était motivé grave. Voilà, il était motivé grave pour parvenir à l'élimination de Paul Missler. D'après Franz Diegelman, un troisième scénario est envisagé par les amants. Celui qui sera choisi pour tuer Paul Missler. C'est celui du meurtre devant le club échangiste. J'ai vu ces images, les scènes qu'elle m'a racontées qui passaient. Quand j'ai dit que j'ai pété un plan, oui, je suis sorti de la voiture pour le tuer, ce monsieur Missler. Je ne le nie pas. Le pauvre monsieur, je me suis acharné sur lui pendant 1 minute ou 2 minutes, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Diegelman dira que pendant de nombreux jours, il n'a pas répondu aux demandes de Diane. Des demandes qui se seraient faites de plus en plus pressantes. S'il lui dit oui, il va falloir qu'on fixe une échéance. Oui, mais bon, tu vas le faire quand? On va mettre les choses en place, ensemble. Et s'il lui dit non, c'est peut-être la fin de son histoire. Ça, il le comprend rapidement. Et qu'il faut jouer un peu là-dessus pour que son histoire puisse prospérer. Il le sent, ça, Franz. Franz ne dira ni oui ni non. Jusqu'à ce que le 22 avril 2007, Franz Diegelman tue. Lors du procès, l'exécution de ce scénario soulèvera plusieurs questions. Tout d'abord, comment Franz pouvait-il savoir que le couple Missler se trouvait au Vénusia? Ensuite, comment expliquer que Franz Diegelman n'a pas véritablement fui? Pris de panique, il s'est simplement caché sous une voiture, signe qu'il n'avait pas réellement préparé sa fuite. Quant à Diane, pouvait-elle donc savoir que le couple se rendrait au Vénusia? Enfin, au moment du meurtre, pourquoi Diane a-t-elle laissé son mari prendre de l'avance? Diane affirme qu'elle a dû s'écarter pour uriner dehors. Elle dira que les toilettes du Vénusia étaient trop sales. Elle affirme aussi n'avoir pas été au courant avant le soir même du programme de la soirée. Mais sur ces 2 derniers points, un témoin la contredira. Partenaire sexuel du couple Missler, il se trouvait avec eux au Vénusia le soir du drame. Son témoignage provoque la réaction immédiate d'un des avocats de Franz Diegelman. Je me dis, on la prend en flagrant délit de mensonge, quoi, tout simplement. Voilà, elle était informée depuis jeudi que la soirée allait se passer au Vénusia le samedi soir. Et par conséquent, elle a eu tout le loisir d'en parler à Franz Diegelman. On interroge ce monsieur sur, on va dire, l'état d'hygiène de l'établissement. Et il nous précise qu'ils vont particulièrement au club Vénusia parce que c'est un établissement qui est très propre, très clean, et qu'il y a du personnel qui passe plusieurs fois dans la soirée pour nettoyer les toilettes. Donc là encore, flagrant délit de mensonge. Un témoin est venu dire que les toilettes étaient nettoyées régulièrement. On sait qu'il est parti à 1h30 ou 2h du matin. Est-ce que les toilettes à 3h du matin, 1 heure après, étaient propres ou étaient sales? On n'en sait rien. C'est pas d'un mensonge, on ne le sait pas. Est-ce que 5 minutes avant, il y a une personne qui est allée aux toilettes, 5 minutes avant que Diane s'y rende et qui a sali les toilettes? On ne peut pas le savoir là non plus. Ce n'est pas forcément un mensonge. On a l'hôtesse de cette boîte qui nous dit qu'elle a pour habitude d'aller uriner avant de repartir. Or, si elle a effectivement uriné, l'explication qu'elle nous donne par la suite ne tient pas la route, puisqu'elle nous dit que s'il y a eu une distance entre elle et son mari, c'est qu'elle s'est arrêtée pour uriner en sortant du Vénusia.
Or, si elle vient d'uriner, par définition, elle n'a pas pu uriner 30 secondes après. Elle a eu plusieurs relations sexuelles dans la soirée. On peut comprendre qu'une femme qui a eu plusieurs relations sexuelles dans la soirée désire à un moment se rendre aux toilettes. S'il faut que je leur plaide le sperme qui dégouline, je le ferai. Je trouve que c'est un petit peu dommage pour notre justice d'en arriver là. Le 4e jour du procès verra défiler à la barre de nombreux témoins. Ces témoins avaient un point en commun. Diane Missler, dont ils étaient tous les amants. Certains décriront une femme aimant l'argent, manipulatrice et mythomane. Sexe, mensonge et vénalité. Le bal des amants mettra définitivement sous les projecteurs le caractère libertin de Diane Missler. Diane Missler qui déclare au procès. J'aime le sexe, j'ai des amants. C'est pas dans le code pénal. Le Vénusien, on n'y va pas pour enfiler des perles. On est là pour baiser. J'ai pas poussé d'Eagleman. Tous mes amants ne vont pas tuer mon mari. S'il se fait des films, s'il s'enflamme, c'est son problème. Il se fantasmait une vie avec moi. Des propos qui feront bondir Maître Corbier, l'un des avocats de Franz Diegelmann. Vos amants, c'est minimum 6-7 000 € par mois. Lui, il a pas de sous, vous le trouvez moche et vous êtes avec lui pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que j'ai envie de baiser, c'est pratique. Il est à côté de mon magasin. Quant aux amants de Diane, tout au long de la journée, ils esquisseront un portrait en clair-obscur de Diane Missler. Ils ont tous expliqué qu'elle aimait l'argent, qu'elle était manipulatrice, qu'elle montait à tire-larigot. L'étau se resserre bien évidemment par rapport à sa personnalité, qui est une personnalité centrée sur elle-même, manipulatrice et avant tout préoccupée par l'argent au premier chef. La plupart l'ont défendue en disant qu'elle était gentille, affectueuse, ils n'étaient pas dupes, ou qu'ils avaient été dupés mais qu'ils lui pardonnaient, et en tout cas qu'ils ne la voyaient pas être capable d'aller commanditer un assassinat. L'un des derniers témoins qui est venu et qu'on a entendu par visioconférence, me semble-t-il, même avec une certaine forme de brutalité dans le ton, a dit que ça relevait de l'intime, ça relevait du privé, et qu'on n'avait pas porté, surtout pas nous, dans les salles de cour d'assises, des jugements moraux sur ce comportement. L'un d'eux a eu une phrase qui résume, à mon avis, peut-être l'ensemble du procès. Qu'une femme, sur une confidence, sur l'oreiller, dise à son amant « il faut que tu tues mon mari », c'est des délires. Qu'elle l'ait pensé, qu'elle ait dit cette phrase, lui dit oui, effectivement, elle l'a certainement dit, mais qu'elle l'ait voulu, c'est une autre histoire. Diane serait-elle la plus grande des libertines, voire même la plus grande des catins? C'est pas ça qui fait d'elle une complice d'assassinat. 23 avril 2011, 5e jour d'audience. C'est au tour des gendarmes qui ont enquêté sur le crime de venir déposer. À la barre, ils n'auront qu'une seule conviction. Diane ne peut être étrangère aux faits qui se sont déroulés. L'un d'eux, le directeur d'enquête Soquet, fera part d'éléments compromettants envers Diane Missler. On apprend par exemple que le jour des faits, il y a 33 connexions téléphoniques entre Franz et Diane, qui sont partagées de part et d'autre. Il essaye de l'appeler, elle l'appelle, ils s'échangent des SMS. Le lendemain des faits, elle rallume son portable à 6h34 du matin, à une heure à laquelle elle n'est pas informée de l'identité de l'auteur du crime. En tout cas, c'est ce qu'elle le dit, puisque nous nous soutenons bien sûr le contraire. Bizarrement, alors que la veille, ils ont été au téléphone à 33 reprises, le lendemain des faits, il n'y a aucune connexion téléphonique. Alors elle va dire qu'elle n'a pas pensé à l'appeler, alors qu'elle appelle 3 de ses autres amants dès le matin de l'agression, ce qui laisse penser bien sûr à l'enquêteur, dès le lendemain du drame, que ce comportement est étrange, voire suspect. Les gendarmes, ils ont la culture, et c'est une bonne chose, du résultat. Et puis tous les gendarmes se prennent un petit peu, je vous dis, pour Colombo, Sherlock Holmes, bon Dieu bien sûr, j'ai découvert la chose suivante. Des erreurs judiciaires, les 3/4 des erreurs judiciaires dans ce pays partent de gens qui sont certainement de bonne foi et qui sont convaincus d'une vérité qu'ils ont pré-instituée. 24 avril 2011, 6e et dernier jour du procès. En ce dimanche de Pâques, l'avocat général fait part de ses réquisitions. Des réquisitions très lourdes. 18 ans de réclusion criminelle contre Franz Diegelmann, 22 ans pour la veuve qui doit, selon lui, être déclarée coupable. On sentait un Franz Diegelmann plutôt
je dirais pas soulagé, mais qui est un peu résigné. Je pense que pour lui, il sait maintenant qu'il va être condamné. Il l'a dit au juré, il s'est adressé à la cour en disant « quelle que soit la sanction, je l'accepterai ». Il y a un mort d'homme, ça aurait été un salaud, peut-être que je ne parlerai pas comme ça, mais je pensais que c'était un homme pourri, hein, jusqu'à la moelle. C'est pas le cas. Non, c'est un homme bien, minimum 15 ans. En dessous, ça serait injuste par rapport à la famille. Pour Diane Missler, l'enjeu est tout autre. On est encore sur la question de la culpabilité. Est-ce qu'elle va ressortir libre ce soir du palais de justice? Est-ce qu'elle va retrouver ses commerces à la Grande Motte, retrouver son enfant? Mais vous savez, Diane Missler, c'est la femme à abattre. C'est pire que la femme à abattre, hein. C'est le symbole à abattre. Il faut que Diane Missler soit exécutée. Ils peuvent encore la quitter, ils peuvent la placer à la même responsabilité que Franz Diegelmann, ou considérer qu'elle a une part de responsabilité, mais pas totalement, et faire une peine partagée. Ça, c'est l'intime conviction des jurys populaires, et vraiment, j'aimerais pas être à leur place. Pour la défense de Diane Missler, il n'existe pas de preuves suffisantes. Diane Missler, accusée de complicité d'assassinat, ne peut pas être condamnée. Il n'y a pas de témoins qui mettent en cause Diane, il n'y a pas d'expertise ADN qui mettent en cause Diane, il n'y a pas d'éléments matériels qui mettent en cause Diane, il n'y a absolument aucune des preuves classiques que connaît le système judiciaire français pour confondre quelqu'un. Il y a la mise en cause, elle me l'a suggéré, elle m'a manipulé, elle m'a conditionné, mais elle ne me l'a pas demandé, elle ne savait pas que j'allais tuer. Ça, c'est la mise en cause de Franz Diegelmann, qui en soi n'est pas grand-chose, qui en droit est totalement insuffisante. J'imagine pas que la justice de ce pays puisse condamner sans mobile, sans alibi, sans mode opératoire, sans preuve, sans témoin, sinon le dépit d'un homme qui aimait et qui n'aime plus. Les plaidoiries des avocats de la défense viennent de se terminer en ce 6e jour de procès. Les 13 jurés vont dorénavant avoir 6 heures pour délibérer et fournir leur verdict demain, lundi. Aux alentours de 19h, les jurés se retirent pour délibérer. 6 heures plus tard, à 1h du matin, le verdict tombe. Franz Diegelmann est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 23 ans de réclusion criminelle. Quant à Diane Missler, elle est elle aussi reconnue coupable du chef de complicité d'assassinat. Sa condamnation, 25 ans de prison ferme. Elle n'est pas coupable, elle est innocente, donc je suis extrêmement déçue. Je vous l'annonce, on fait appel dès l'ouverture du greffe mardi matin. On fait aussi également une demande de mise en liberté. Et puis, on sera rejugé. Je continuerai à me battre puisque je fais appel. J'irai me battre et j'espère que les jurés d'ailleurs, de Perpignan ou de Carcassonne ou de Rodez refuseront cet ordre moral et refuseront la façon dont Diane Missler a été condamnée. C'est le verdict d'un assassinat sans circonstances atténuantes. C'est ce que je pense. Maintenant, il y a un décalage entre ce que je pense et ce que mon client pense, puisque M. Diegelmann, lui, n'est pas déterminé à faire appel ce soir. Il va être fidèle à l'engagement qu'il a pris tout à l'heure devant la Cour, aux dernières minutes de ce procès, où il a dit que, quoi qu'il en soit, il ne souhaitait pas infliger à la famille de M. Missler un nouveau procès. Donc ce soir, nous en sommes là. Est-ce qu'elle vous a parlé? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit « Faites vite, maître. Faites vite, maître. » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour Franz Diegelmann, comme pour Diane Missler, les jurés sont allés au-delà des réquisitions du parquet. Ni l'amant, ni la veuve n'ont été épargnés. En ce dimanche de Pâques 2011, Diane Missler s'apprête à passer sa première nuit en prison. Quant à Franz Diegelmann, il n'est pas revenu sur sa décision de ne pas faire appel. Quelques heures avant que le verdict ne tombe, Franz Diegelmann, fidèle à lui-même, nous confiait déjà voir la vie en rose. Bien sûr, mais je suis sûr que je vais tomber amoureux et que je vais sortir. Je vais tomber sur une belle moi, ou peut-être une de mes ex, qui sait.